élabore un propos, dit un sujet. Et donc, c'est la façon de raconter cette histoire qui est importante. Je pense que le musée est d'abord un lieu d'enchantement, un lieu de plaisir. Donc, il faut qu'en rentrant dans une salle, on ait le souffle coupé. On se dit, ah, quel lieu magique. L'important, c'est de provoquer la curiosité. Je dirais que c'est de donner le virus de la découverte. Et qu'en sortant de là, on se dit, ah, c'est vrai, j'ai peut-être pas tout compris, j'ai le goût de connaître davantage cette culture, ce phénomène de société, donc d'aller voir du cinéma, d'aller lire un livre, de poursuivre la réflexion. D'autant plus que je pense qu'on ne visite pas un musée qu'une seule fois. L'intérêt, c'est de venir et de revenir, parce que vous n'aurez jamais tout vu, vous n'aurez jamais tout compris. Et donc, vous allez sentir qu'à chaque fois que vous venez, il y a encore quelque chose à découvrir. Et donc, comment on fait pour provoquer cette curiosité permanente? Je pense que c'est ça l'objectif un peu du musée. C'est drôle hein, parce que le mot musée a mauvaise presse. Hein. Beaucoup en France, quand on dit ça entre au musée, on a l'impression que c'est un objet mort. Alors que nous, dans le fond, pour nous, c'est des objets vivants qui ont encore quelque chose à raconter. Mais pour leur faire raconter des choses, parfois, il faut les valoriser, il faut raconter une histoire autour pour bien comprendre ce qu'il porte comme sens. Parce que l'objet en soi, il est là, mais nous, on le fait parler, on le met assez en valeur pour qu'il raconte aussi quelque chose. En fait, pour comprendre le développement d'une collection au Musée des Confluences, il faut revenir au projet culturel, à ce qu'on veut raconter. C'est d'abord ça, on trouve les objets qui vont nous permettre de raconter une vraie histoire. C'est quoi l'histoire, dans le fond? C'est toujours la même chose, l'histoire. Tout le monde se préoccupe d'un certain nombre de questions. La première question que tout le monde se pose, c'est d'où venons-nous? Comment se fait-il que je sois là? Pourquoi je suis vivant? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et tout de suite après, on se pose la question, où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver après ma mort? Qu'est-ce qui arrive après? Est-ce qu'il y a une autre vie après la vie? Toutes les sociétés sont posées cette question et la science a essayé d'explorer aussi cette réalité-là. Donc, on va pouvoir trouver à la fois des collections qui nous permettent d'expliquer l'évolution de la vie, l'apparition de la vie, et en même temps de voir comment les sociétés, que ce soit les sociétés indiennes, que ce soit les sociétés nord-américaines, que ce soit les sociétés inuites, ont exploré cette idée de la création du monde. La deuxième question qu'on se pose, c'est qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'être humain? Belle question. C'est d'autant plus difficile qu'on s'aperçoit que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres espèces. Et donc, d'où la nécessité d'expliquer le phénomène de la biodiversité, le phénomène du vivant, et de préciser quelle est la nature de l'être humain. Et quand on explore la nature de l'être humain, on s'aperçoit qu'on n'existe que dans nos rapports aux autres et dans notre rapport à l'environnement. Et donc là, on va retrouver des collections qui vont raconter cette histoire de la relation avec notre environnement, avec la nature. On va s'apercevoir, par exemple, qu'en Amazonie, on n'a absolument pas le même rapport à l'environnement qu'en Occident, qu'un rapport beaucoup plus étroit. Nous, on a fini par se séparer, comme si l'être humain était au-dessus de l'environnement. On va s'apercevoir que dans d'autres sociétés, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. La troisième question, qui est la question fondamentale, c'est que faisons-nous? Hein? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et que faisons-nous? Or, les sociétés font trois choses. Toutes les sociétés se structurent. Toutes les sociétés vivent en communauté et se structurent. Parfois, c'est de la dictature, parfois, c'est de la démocratie, mais peu importe, toutes les sociétés se structurent. Toutes les sociétés communiquent et échangent. Parfois en se tapant sur la tête, parfois en solidarité. Donc, entre l'affrontement et la solidarité, il y a des façons de vivre. Et toute société innove, toutes les sociétés cherchent à innover. Donc, pour raconter cette histoire, on a besoin d'objets. On a besoin d'objets anciens, mais on a besoin d'objets contemporains parce qu'on s'adresse à nos contemporains. Nos visiteurs sont des gens d'aujourd'hui qui se posent des questions sur leur propre société. Alors, comment on fait pour leur expliquer ces enjeux-là contemporains? Donc, il faut bien mettre aussi des objets contemporains. Donc, ce choix de collections anciennes, mais la volonté aussi d'actualiser avec des collections contemporaines. En fait, moi, je vois le Musée des Confluences comme une véritable destination, c'est-à-dire qu'un lieu où on va découvrir des choses. C'est d'abord un lieu d'émerveillement et un lieu de plaisir. On vient au Musée des Confluences pas par obligation, mais parce qu'on va changer de notre monde quotidien pour aller dans une espèce de nouvelle découverte. Pourquoi? Parce que le musée va permettre d'avoir des expériences qui sont multiples,
des expos qui vont être très variés, mais aussi des espaces découvertes où on va pouvoir manipuler, toucher, aussi des auditoriums où on va présenter du théâtre, de la musique, de la danse, et même des lieux où on va pouvoir déguster des plats en relation avec les sujets traités dans les expos. Donc c'est un lieu qui est un peu total, hein? Donc c'est un musée total et une vraie expérience de vie. Et je pense que le musée des Confluences, ce qu'il va apporter dans le fond fondamentalement, c'est cette découverte de nouveaux espaces, de nouvelles vies, de nous sortir de notre monde quotidien pour pénétrer dans d'autres univers. Et ce musée va être assez diversifié pour toucher tout le monde, à la fois les personnes plus jeunes, à la fois les personnes plus âgées, mais ceux qui veulent apprendre aussi par la contemplation vont pouvoir le faire, ceux qui vont l'apprendre par la manipulation, par le toucher vont pouvoir le faire, parce que c'est un musée, le musée des Confluences va faire appel à tous les sens. Fait appel bien sûr à l'intelligence des visiteurs, à son sens de la réflexion, fait appel à sa sensibilité, mais fait appel aussi à son toucher, à son odorat, à son ouïe pour pouvoir avoir une vraie expérience. Donc le musée des Confluences, c'est un lieu d'expérience. Pour développer une collection, il y a plusieurs portes d'entrée. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout traiter et que le musée a choisi un certain nombre de choses qui s'appuient d'abord sur la fonction historique, parce qu'on avait par exemple des collections inuites anciennes, importantes, d'ethnologie, qui racontaient l'histoire des Inuits, mais à une époque, au 19e siècle. Pour nous, c'était important de les rendre aussi dynamiques et de montrer que les Inuits vivent aussi le monde contemporain et notamment pas d'une façon isolée, en contact avec l'international. Cette pièce est une pièce unique. Premièrement, elle est intéressante parce qu'elle est créée dans une vertèbre de baleine, effectivement, qui est donc déjà par la forme et par la matière, elle est déjà très intéressante, mais elle est intéressante aussi parce qu'elle raconte l'histoire de la création du monde, où le chaman raconte cette histoire d'une façon précise, mais elle est tellement importante qu'il en crève son tambour. Et il essaie de résumer le monde dans sa relation avec la nature, avec les animaux, harfang, ours, phoques, mais aussi avec les êtres humains en général, les ancêtres et la continuité de la vie qui se prolonge, là, et la filiation en intégrant cet enfant. En fait, l'important aussi quand on développe une collection, c'est bien sûr d'avoir la totalité d'une région, par exemple. Raconter l'histoire d'une société, c'est excessivement important. Mais aussi, il y a certains objets qui sont des objets emblématiques, qui sont des objets que nous, on appelle de référence, qui sont des points tournants dans l'histoire. Et c'est vrai ce qu'on cherche aussi, ce type d'objet. En Afrique, ici, j'ai deux objets qui, pour nous, sont excessivement importants. Une pièce Sénoufo, par exemple, d'un grand classicisme, qui est une véritable référence sur l'art Sénoufo, qui nous raconte une société à un moment donné. Et c'est presque la Joconde des Sénoufo. C'est une pièce unique au monde, avec une très grande beauté, mais au-delà de cette beauté formelle, qui traduit bien une époque de l'histoire de l'art africain. Et c'est ça qui est important aussi, de montrer que ça évolue, que c'est pas tout pareil. Comme cette pièce-là, qui est une pièce unique au monde, avec une très grande pureté esthétique, et qui devient donc des objets non seulement emblématiques, mais de véritables objets de référence qui racontent une société et des moments tournants de la société.